épisode sur l'actualité au 2 novembre 2025, fin du mois de la cybersécurité. J'espère que vous avez réussi à aider un peu de gens autour de vous. Je maintiens la diffusion d'épisodes de 4 par semaine, même si le mois de la cybersécurité est terminé. Beaucoup de choses à jaser, encore beaucoup de choses à présenter dans mes nouvelles. Ça va aller vite. J'essaie de faire mon possible. Le workflow est de meilleur qu'il était. Donc, bref, voyons voir. Commençons par les Shameless Plug 4-5 novembre, ce qui est à nos portes. Le Faircon 2025, le 8-9 novembre. DEFCON partout et notamment à Montréal où je vais assister. C'est sold out, donc sorry. J'espère pouvoir enregistrer quelques podcasts. Ça risque d'être intéressant. 17 au 20 novembre, European Cyber Week à Rennes. 25-26 février, le Sécure revient. Call for Paper, nous avons reçu quelques bons papiers jusqu'à présent. Ça va être super intéressant. 14 au 17 avril, BotConf 2026. 28 et 29 avril, le CyberEcho à Montréal. Le 9 au 17 mai, le NordSec à Montréal également. Et le 3 au 5 juin, le Styx, que j'espère ne pas rater cette année pour avoir raté la fenêtre d'inscription à l'événement. Commençons avec les nouvelles. Premier bloc sur la résilience cloud. On a vécu le PAN.AWS, donc un petit soubresaut cette semaine. Ou en tout cas, la semaine passée, Microsoft a suivi la même chose. Essentiellement encore des problèmes de DNS. Dans ce cas, c'est Azure Front Door qui a lâché prise. Ces problèmes-là sont présents. Là, on est comme pris par surprise parce que tout dépend de ces éléments-là. AWS représente une grande part du marché, donc quand ça tombe brutalement. Donc, de réfléchir les stratégies par rapport à ce genre de choses-là. Kevin Beaumont a fait quelques petites remarques un peu sarcastiques au passage que j'ai mis dans les show notes. Vous irez voir, c'est drôle, faut en rire un peu, mais en même temps, c'est un moment de réflexion qu'on doit avoir collectivement sur comment on utilise les clouders qui sont là et comment on peut se prémunir d'une panne chez un pour arriver à quelque chose qui fonctionne chez l'autre malgré tout pour qu'on puisse quand même pas que l'ensemble de nos services. Je mentionnais que ça serait peut-être une bonne idée que le législateur intervienne. C'est pas toujours une bonne chose. Le législateur n'est pas toujours très éveillé à la bonne approche. Mais par ailleurs, dans les choses qui nous occupent, ça peut être le seul chemin possible pour avoir quelque chose qui va fonctionner, puisque les forces du marché ne semblent pas nous amener à une zone de meilleure résilience de la part de ces hyperscalers-là pour différentes raisons. Puis en même temps, on ne peut pas reposer juste sur eux autres comme étant le moyen pour nous prémunir contre des pannes comme ça. Donc, je pense que c'est un bon moment de réouvrir cette réflexion-là de résilience, où on veut se placer et comment, d'un point de vue affaires, comment, d'un point de vue société, on veut se positionner. Second bloc, l'intelligence artificielle. Il y en a quand même quelques nouvelles cette semaine. La principale, puis ça fait plusieurs fois que je reviens, les problèmes des navigateurs web faits par les compagnies de AI, en l'occurrence OpenAI et Perplexity ont chacun leur navigateur. Ceux-ci ont des problèmes assez importants autant au niveau de la conception du navigateur lui-même qui connaît des vulnérabilités, autant d'autres problèmes connexes qui leur permettent peut-être d'être un peu dangereux à certains égards. Puis c'est là qu'il faut être très prudent. Ça serait comme de donner notre navigation web à un enfant de 5 ans et lui dire « arrange-moi des affaires » et de lui donner trop de permissions sur les systèmes. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur cet axe-là. Et d'autant plus que l'intelligence artificielle, naturellement, est problématique en sens de incapacité de prédire ce qui va sortir. Dans certains cas, il va faire des éléments qui ne sont pas prévus. Donc, il va nous mettre dans le pétrin, vous achetez des billets qu'il ne faut pas. Ou en même temps, il va voir des commandes qui ne sont pas. Donc, il va naviguer sur des sites qui sont hostiles. Et ces sites-là vont amener à poser des gestes contre nous comme utilisateurs pour nous amener plus loin. Donc, de s'assurer qu'on est dans un contexte plus mature, mais ce n'est pas une technologie qui est prête encore pour le grand public, même si ces compagnies-là poussent le plus vite possible pour réussir à nous amener à l'utiliser le plus possible pour les alimenter au-delà des problèmes de vie privée dans lesquels on expose trop d'informations à ces compagnies-là. Mais aussi, ces agents-là peuvent nous amener dans des situations complexes. La fraude, déjà que c'est compliqué d'aider les gens à démystifier qu'est-ce qu'un courriel frauduleux. Bien maintenant, s'il faut que les agents participent à ça parce qu'ils ont été trompés par des contenus malicieux, bien on est encore un étape plus loin où on a réussi à peine à régler un problème, qu'on a un nouveau pareil qui se présente et les malveillants vont toujours vouloir faire de l'argent. Donc, on est dans un contexte comme celui-là qu'il faut peut-être
plus de barrières, un sandbox ou peu importe les stratégies, réfléchir l'approche de la sécurité par rapport aux agents web et comment tout ça va se matérialiser. Un ancien chef du CISA mentionne que ça pourrait nous amener l'IA pourrait nous amener à une meilleure sécurité. Je suis un peu sceptique à ce stade-ci, du moins, considérant que les problèmes de sécurité sont amenés par l'IA, même si on pourrait utiliser ces outils-là pour nous améliorer davantage ce genre de choses-là. Ce qui est la nouvelle suivante, justement, en rapport à ça, où tout le code généré par du IA est très problématique parce qu'il est trop lourd, pour plein de problèmes de sécurité. Et ça parce que les gens sont trop paresseux pour mettre en place. C'est pas parce qu'on utilise l'IA pour générer du code que tous les processus de contrôle qualité qu'on a mis en place, qui empêchent justement que du mauvais code se retrouve en production, sont comme tassés parce qu'on a une confiance aveugle par rapport à ce que ces outils-là font. Et de l'autre côté, en termes de confiance aveugle, le paradoxe au niveau du cybersécurité, où les gens cyber ont beaucoup de misère à faire confiance à ces outils-là d'automatisation des mécaniques pour les aider à cheminer ou à travailler en cybersécurité et justement prendre des approches automatisées pour corriger des problèmes de sécurité, problèmes de alerte et ainsi de suite. Donc, c'est un élément important. Puis en même temps, c'est compréhensible pour avoir travaillé et travailler encore en cybersécurité. On a tendance à être plus dans le contrôle, peut-être, en tout cas, de toute apparence, que les développeurs qui vont, ou ceux qui se prennent pour des développeurs font à l'heure actuelle. Donc, l'adhésion est beaucoup plus rapide dans certaines classes que d'autres et ça cause des problèmes conséquents, autant au niveau de la fatigue ou autant au niveau du mauvais code qui sort. Claude peut être trompé pour faire sortir des informations, Claude Code notamment. Toujours être prudent dans l'utilisation de ces éléments-là, s'assurer qu'on n'est pas capable de le tromper, que qu'est-ce qu'on copie dans les écrans, qu'est-ce qu'on utilise, et de confiance. Il n'y a moindrement pas de confiance, mais on a des potentialités. Puis sinon, c'est pas une très grande nouvelle. Là. C'est pas, faut juste être vigilant. Dans l'occurrence, on va être capable d'aller faire quelque chose, mais encore, on reste qu'on a tendance à diminuer notre vigilance avec l'intelligence artificielle. Et c'est un élément très important qu'il faut maintenir, cette dite vigilance-là, pour être capable de ne pas se faire tromper. Dernière nouvelle sur les AI, OpenAI sort un agent de... plus je ne prononcerai pas le nom parce que j'ai tout écorché ça, mais en tout cas, bref, sort un agent pour corriger les failles de sécurité. Encore là, OpenAI avec ses énoncés ou ses communiqués de presse fantastiques et extraordinaires laisse penser que ça va résoudre tous les problèmes de sécurité. Probablement que non. On va le voir à l'usage, comment cet élément-là va réussir à avancer, à faire presser réellement. Il y a des avantages à avoir. Il y a un certain nombre de choses, il y a certains scrupules que les gens en cybersécurité devront laisser de côté, justement parce que ces agents-là sont capables, dans ce contexte, de bien baliser, de donner de la valeur, mais là, il faut trouver quelle est les balises qu'on doit mettre en place, justement les guardrails, pour s'assurer qu'on est à la bonne place et qu'on n'a pas de problème, mais en même temps, s'assurer que ces énoncés de communiqué de presse ne nous aveuglent pas sur le bénéfice réel que les agents AI, même en cybersécurité, peuvent apporter. Section suivante, le RED. Le RED, cette fois, il y a encore des nouvelles sur l'EDR, si on veut, des outils qui permettent de tromper les EDR. D'ailleurs, j'ai enregistré la semaine dernière un épisode très intéressant avec Charles Hamilton sur notamment ça. Donc, je ne ferai pas grand temps parce que c'était beaucoup plus intéressant d'écouter un expert qui parle de ça que moi qui relate des nouvelles qui mentionnent. Mais il demeure que beaucoup de phases ou d'utilisation des contournements d'EDR. Donc, c'est un rappel, c'est juste dans ça, essentiellement un rappel que ce n'est pas une technologie foolproof, qu'elle est vulnérable à des problèmes, qu'elle est vulnérable à des problèmes de conception et des choix des fabricants parce qu'il y a une quantité de ressources limitées, doivent regarder des choses qui sont utiles et ainsi de suite. Donc, on est dans un contexte comme cela. Donc, ne fiez-vous pas aveuglément à votre EDR, mais sachez quelles en sont ses limites, justement, pour ne pas vous faire avoir dans un incident qui aurait su comment contourner vos contrôles. L'affaire WSUS qui est parlé l'autre semaine aurait été en tout cas en exploitation active de 1, puis il y aurait 2800 instances exposées à Internet.
c'est un peu fascinant. C'est pas le genre de système que j'aurais tendance à exposer sur Internet de façon aussi ouverte que ça. Et c'est un rappel, puis comme j'avais vu des caméras de sécurité, comme beaucoup d'autres systèmes comme ça qui sont exposés directement sur Internet, et ça me fascine. De nos jours, je ne crois plus que ça devrait exister. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le message encore. On a raté notre chose parce que ça, c'est vraiment un élément d'hygiène de base que les gens ne réussissent pas encore à maîtriser. Ils vont prendre des raccourcis pour notamment exposer ça. Un système qu'on ne devrait jamais. Et c'est un rappel aussi que Shodan expose c'est une bonne base de données qui nous permet d'avoir toute cette information rapidement. Donc, les attaquants n'ont même pas besoin de scanner pour trouver. Ces données-là sont dans des bases de données publiques, notamment Shodan, et il y en a d'autres de cette nature-là qui maintiennent ça. Il y a eu une divulgation, ou en tout cas un reporting de CVE, dans l'occurrence, c'est DNS Mask, qui remet en question les soumissions qui sont faites. En l'occurrence, puis c'est pas la première fois, je pense que j'avais parlé avec Charles également de ces éléments-là où la vulnérabilité est une vulnérabilité de toute façon. Si on accède dans ce cas-ci, si on accède au système, on peut changer la config. Donc, le fait que la possibilité de changer la config n'est pas vraiment une vulnérabilité, puisque si on accède au système, on accède au système. Donc, déjà, dans le chemin d'attaque, c'est un peu étrange de mentionner ça. Bref. Donc, on est dans un espace où de vieux problèmes sont renommés comme nouveaux, ou des problèmes qui ne sont pas des problèmes fondamentalement dans une chaîne d'attaque sont mis en question. C'est-à-dire que dans l'occurrence, dans cette vulnérabilité, il faudrait qu'on ait un accès non privilégié au système et permettre de changer une configuration d'un système privilégié. Là, ça serait une vulnérabilité qui serait valide pour être dénoncée. Mais en l'occurrence, c'est un accès administrateur à la machine qui donne accès. Bref, si on accède à la machine administrateur, pourquoi se casse la tête à essayer de faire ce genre de choses? On veut, à moins de vouloir monter un type d'attaque particulier, mais ce n'est pas un CVE, en l'occurrence, ce n'est pas une vulnérabilité qui est spécifique à ce service-là. Autre nouvelle, puis ça revient un peu sur le WSUS exposé, 80% des routeurs maison n'ont pas changé leur mot de passe d'administration. Ce qui fait que ça expose énormément de machines, notamment pour créer des nids de services massifs qu'on connaît, qui créent d'énormes problèmes de disponibilité sur Internet pour pouvoir attaquer les choses. Donc, on est encore dans un contexte comme ça. Je crois que à ce stade-ci, on devrait peut-être mettre le fardeau sur les fournisseurs Internet, soit de fournir des systèmes déjà préfaits. Je sais que plusieurs le font déjà. Là. Il n'y a pas de. J'en pointe pas un en particulier. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus négligents d'autres, mais en général, sont quand même mieux maintenant que ça l'a déjà été. Donc, d'amener ce genre de choses-là. Ou l'autre face aussi du fournisseur Internet, c'est de frapper sur ses clients ou en tout cas obliger de débrancher ses clients ou peu importe la stratégie qui ne font pas le minimum. Dans ce cas-ci, c'est de mettre un mot de passe adéquat sur le routeur justement pour que ça soit exposé. Et je pense qu'on devrait comme partager cette responsabilité-là puis de mettre un peu comme des notions de santé publique pour bloquer et réussir à limiter des problèmes qui sont très, très basiques comme celui-là, mais qui sont de toute apparence pas encore réglés de nos jours. L'opérateur de la grid électrique en Suède a confirmé une brèche par ransomware. Je trouve ça encore fascinant qu'on ait encore ces éléments-là de ransomware. Je crois qu'on a intérêt à augmenter notre stratégie, notamment de Zero Trust, de déployer des systèmes et de remettre des contrôles minimaux pour limiter les dommages potentiels qu'on pourrait rencontrer dans un cas d'un ransomware, parce que je trouve ça encore dommage que ces fuites d'informations-là arrivent aussi facilement que ça par des compagnies comme ça que parce qu'ils ont cliqué ou ont été ciblés en l'occurrence. Problème, un article qui parle des pilotes de périphériques ou des drivers vulnérables ou bring your own driver. Donc, en l'occurrence, c'est une stratégie qui est utilisée par les groupes d'attaque pour justement charger dans les systèmes un driver qui est vulnérable ou qui a des problèmes de sécurité. Puis une fois que le driver est chargé, à ce moment-là, il a accès à l'ensemble du système et est capable de faire des choses ou d'attaquer des drivers qui sont déjà en place pour justement l'élévation de privilèges et de contourner les mesures de sécurité. Ça revient un peu avec les éléments d'EDR. Si on est capable de charger un driver toxique ou d'exploiter un driver, on est capable de se soustraire à toute la surveillance du EDR parce que celui-ci est pas capable ou moins capable de contrôler ce qui se passe au niveau du kernel
Donc, on est comme beaucoup plus bas. Et ça revient un peu à ce qu'on appelait dans l'ancien temps les rootkits qu'on utilisait justement pour descendre très, très bas au niveau de la machine pour masquer nos opérations. Mais ça en est un exemple peut-être un peu plus moderne de cette stratégie-là que l'on voit. OpenVPN est fragile en tout cas, bref, il y a un CVE qui permet d'injecter des scripts. Par ailleurs, c'est seulement quand on se branche sur un VPN toxique. Donc encore là, le problème n'est pas autant un peu au niveau du OpenVPN qui a réglé son problème, mais par ailleurs, c'est un problème qui est plus de se brancher n'importe où, de ne pas vérifier ce qu'on fait. Donc, encore une fois, si vous vous faites brancher sur un VPN que vous ne maîtrisez pas, qui n'est pas de votre entreprise, qui n'est pas d'un service que vous payez ou qui n'est pas légitime en sens où que c'est un ami, tu sais, ce VPN-là, ben faites attention parce que ça permet de contrôler. Et en même temps, si vous branchez sur un VPN que vous ne contrôlez pas ou une compagnie que vous n'avez pas confiance, vous vous exposez à un paquet d'autres problèmes qui sont beaucoup plus grands que juste l'injection d'un script parce que les requêtes DNS sont, en tout cas, la requête DHCP DNS n'est pas correctement filtrée par le module. En l'occurrence, dans la chaîne d'attaque, c'est pas tant pire que ça puisque c'est pas un OpenVPN qui attend puis qui est vulnérable, mais un OpenVPN qui se branche à un serveur qui est toxique en l'occurrence. Donc, soyez très prudent de ce côté-là. J'en reviens encore, franchement, c'est la troisième semaine là, c'est des vidéos pour du trichage de jeux vidéo qui essentiellement fait installer un InfoStealer. Ça fait 3 semaines que la nouvelle circule. Ça fait 3 semaines que la nouvelle est nommée différemment. Il y a eu TikTok, il y a eu les vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Essentiellement, si on vous dit de faire de l'argent facilement, si on vous dit d'installer des choses de façon illégale ou de chercher des moyens, à l'heure actuelle, c'est 99% du temps, vous allez tomber dans un piège qui va vous faire installer volontairement sur votre machine des codes malicieux. Fait que c'est comme d'inviter quelqu'un chez vous et de lui faire installer des choses sur votre machine. Donc, incidemment, un InfoStealer qui vient tout drainer l'information que vous avez sur votre machine et l'envoie à ces groupes criminels-là qui vont ensuite essayer de frauder vos cartes de crédit, comptes de banque et ainsi de suite. Donc, si vous voulez tricher, la réponse est non. Pas, en tout cas, du moins pas dans des choses qui sont largement ouvertes sur Internet. C'est comme beaucoup de choses, comme avoir des versions d'Adobe gratuites ou ainsi de suite. Oubliez ça. Si vous avez ce genre de choses-là, fuyez ça comme la peste parce qu'ils vont vous dire comment faire pour vous tirer dans le pied vous-même. Donc, évitez ça. Et éduquez les gens autour de vous que ce genre de choses-là est non. Je sais que les jeunes ont tendance à retomber dans ces pièges-là souvent. Donc, si vous avez des enfants, éduquez-les à comprendre le vrai du faux, puis justement de poser des questions quand c'est nécessaire, puis d'en profiter pour en faire une opportunité d'éducation par rapport à ces affaires gratuites-là qui servent justement à se tirer dans le pied, puis justement à nous amener dans une situation précaire. Nouveau malware Atroposia, vient avec un balayeur de vulnérabilité intégré. Puis dont l'article parle de beaucoup de choses, notamment de ça, mais pas juste de ça. Il y a des beaux interfaces, des éléments comme ça. Ça devient des toolkits qui sont de plus en plus sophistiqués, qui permettent de faire des éléments supplémentaires qui mettent dans les mains d'opérateurs avec peu de connaissances, des capacités quand même assez importantes pour scanner les réseaux, trouver des problèmes, des éléments comme ça. Et c'est un signe aussi que ça peut-être bien que nous, comme opérateurs défensifs, qu'on nous ayons aussi des balayeurs de vulnérabilité à l'intérieur, qu'on ait ce genre de choses-là, puisque les attaquants longs scannent pour nous, mais en même temps pas pour nous donner des informations positives, mais pour voler plus d'informations le possible. Donc, ils se munissent d'outils beaucoup plus sophistiqués en tout cas, sophistiqué, c'est un grand mot ici, mais beaucoup plus avancés qui a déjà été, qui les aide à aller plus loin. J'avais mentionné aussi l'apparition d'agents AI qui vont faire des scans à l'intérieur pour trouver ou qui vont filtrer l'information plus rapidement pour aider les attaquants à retirer l'information plus pertinente et de ne pas downloader l'ensemble de ce qui est sur le réseau et de laisser une plus grosse trace, plus de visibilité et que ce soit plus long à sortir les informations pour être capable d'aller plus rapide. Donc, ils se spécialisent pour justement aller plus vite et de façon plus efficace à atteindre leurs objectifs qui est de vous voler de l'argent. Donc, faites très, très attention de ce côté-là. Segmentation aussi est un bon moyen de se protéger, mais en même temps, si vous voyez des scans, soyez prudents.
Un nouveau trojan sur Android, c'est Eurodotus. Je suis vraiment pas bon dans nommer ces affaires-là aujourd'hui. Bref, ce système-là permet de se soustraire au système antifraude justement par le fait de simuler comme être un humain. Fait que la machine est rendue à simuler lui-même en injectant des délais dans les différentes actions comme un humain ferait, c'est-à-dire que la vitesse auquel on tape ou les mouvements qui sont faits ne sont pas très rapides ou sont à vitesse humaine. Donc, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Si vous téléchargez les applications de façon légitime, il y a moins de chances que vous vous fassiez attraper par ce genre de choses-là. Si vous sideloadez des applications sur votre Android, vous vous exposez à ce genre de problème-là. Et encore là, ça revient à une chose que si vous voulez un programme magique qui va vous aider à faire quelque chose qui ne se peut pas, ben, il est fort probable que ce soit un virus qui soit caché en dessous et qui vienne voler vos informations et trouver des moyens pour contourner tous les contrôles qui sont en place justement pour justement aller plus facilement à votre information. Les Next-Gen Firewall puis les VPN augmentent le risque de sécurité. Je l'ai mis du côté rouge, celui-ci, puisque dans les dernières semaines et mois, il y a eu beaucoup de vulnérabilités, d'expositions, d'attaques, des choses comme ça sur les équipements de périphérie qui sont notamment les firewalls puis les VPN, les next-gen, machin. L'article stipule, puis ça je l'ai retenu, essentiellement le fait que ces équipements-là sont de plus en plus sophistiqués, donc augmentent leur surface d'attaque. Au lieu d'être très très simple, d'être juste un firewall, d'être juste un VPN très de base, ou en tout cas, bref, qui fait que ça fonctionne, mais là, les next-gen avec l'empilage de fonctions à l'intérieur de celui-ci augmentent la surface d'attaque, donc augmentent les problèmes. Donc, perdent un peu leur capacité à être efficace au point de vue cybersécurité. Donc, de regarder dans les choix que vous faites, vous assurer de choisir des produits ou de limiter la quantité de produits utilisés dans une boîte justement pour réduire la fenêtre d'exposition, justement pour aller plus loin. Nouvelle suivante, Tata Motors, compagnie parente de Jaguar d'ailleurs, a connu une vulnérabilité en 2023 et celle-ci s'est retrouvée sur le Dark Web avec plus de 70 Tera d'informations sensibles qui ont fuité. Donc, c'est un rappel qu'il y a toujours un délai entre l'attaque elle-même et la disponibilité plus grande, plus disponible dans les marchés, les marchés noirs de cette information-là. Mais bref, c'est toujours un problème. Donc, quand ça fuite, ça fuite. Et ça amène aussi des éléments complexes. Puis, dans ce cas, en l'occurrence, c'était une clé AWS qui avait fuité, donc une certaine forme de négligence de la part de Tata Motors pour protéger ses données. En Allemagne, 9 serveurs sur 10, serveurs Exchange sur 10 et hors support, donc potentiellement vulnérables. C'est un moment justement de soit vous upgradez à la dernière version, soit vous migrez vers quelque chose plus open source. Bref, on va en voir plus loin. Ou dessus des recommandations justement pour corriger ça. Il y a beaucoup de vulnérabilités sur Exchange qui sont disponibles, donc vous vous mettez à risque si vous avez ce genre de choses-là dans vos infrastructures. Je sais qu'au niveau des PME, c'est un problème, ce type de choses-là, de suivre et de mettre à jour ou les questions d'argent ou ainsi de suite. Il y a d'excellentes solutions open source-ish ou avec un support entreprise qui est quand même abordable, somme toute, donc de vous changer ces technologies pour quelque chose de mieux. En Europe, peut-être que d'aller en cloud, c'est peut-être un peu moins populaire par ailleurs. Donc, sinon, ça aurait été de migrer vers Exchange Online, ça aurait été un chemin rapide vers la correction de ces problèmes-là. Canada, les systèmes d'eau, d'énergie agricole sont attaqués activement. Donc, tous les systèmes, les automates, les éléments comme ça, il y a des attaques qui sont très, très présentes, annoncées par le CCC, donc de faire attention, mettre à jour, puis depuis la guerre en Ukraine notamment, mais pas exclusivement, la situation géopolitique a beaucoup changé, donc on devient des cibles très très actives, que ce soit directement ou pas, donc on devient des collatéraux par rapport à des volontés des groupes malveillants de nous attaquer, qui sont généralement reliés à des services d'État qui sont hostiles aux décisions politiques qui sont prises au Canada. Dernière nouvelle au niveau du rouge, plusieurs vulnérabilités de Jenkins
avec les éléments des jetons SAML, les MCP servers, ainsi de suite. Je ne l'ai pas mis dans le côté AI, celui-là, même si c'est du MCP dedans, puisque c'est un ensemble de vulnérabilités qui est dedans, mais de plugins et d'éléments complémentaires qui permettent de fonctionner. Donc, assurez-vous que vos systèmes sont à jour. Mettez en place les mesures complémentaires, même s'il y a des vulnérabilités, que ce ne soit pas un danger pour votre entreprise, pour vos informations. Et donc, de bien faire attention. Section bleue. Plusieurs belles nouvelles aussi. Du côté de Mozilla, maintenant, on va nous demander que les développeurs d'extensions déclarent les informations sensibles qui sont collectées, un peu comme on voit dans l'Apple Store. Puis du Google, j'ai aucune idée si c'est le cas aussi, mais du moins chez Apple, je sais que c'est le cas, de divulguer ces informations-là. C'est bien, c'est un bon point de départ, justement, d'amener la transparence et d'amener le choix dans les mains des gens. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, les gens ne regardent pas nécessairement très loin, donc vont accepter. On l'a vu avec d'autres contrôles, fait que c'est pas parfait, mais au moins ça permet de mettre l'information dans les mains des gens et de les éduquer tranquillement à s'intéresser à ce genre de choses-là et à savoir dans qu'est-ce qui s'embarque. Au niveau des ciseaux, maintenant, il est de plus en plus courant que les ciseaux fassent partie des tables des exécutifs. Ils les amènent en haut, donc ça change un peu le paradigme d'un contexte où on est plus sur le terrain. L'article ramène justement le fait de comment adapter et comment se diriger vers ce genre de rôle-là où on parle avec les exécutifs. Le principal discours, c'est un discours de risque qu'il faut expliqué plus en ce langage-là, qui est le langage général des exécutifs normalement. Donc, de changer notre discours de vulnérabilité technique à un discours de risque pour l'entreprise, donc d'adapter ça. Mais c'est jamais ça. Puis l'article est bien fait que allez voir cela, sans que je rentre plus dans les détails que ça. Les groupes ransomware diminuent leurs profits. Semblerait, en tout cas selon les études, avec les années, soit les attaques sont de moins en moins réussies et les compagnies payent de moins en moins parce que soit ils ont des backups, soit ils ont des mesures complémentaires qui les protègent. Donc les groupes criminels sont de moins en moins capables d'extraire de l'argent de cet usage-là. Présentement, il y a une bascule. Ils vont s'attaquer à des groupes, à des entreprises plus petites ou à des entreprises avec moins de moyens de cybersécurité, donc plus propices à payer. Et tranquillement, en changeant le marché comme on a changé, les attaquants vont adapter leur stratégie. Donc, il est à voir probablement qu'en 2026, si c'est plus payant à faire du ransomware comme on le voit là, que ces stratégies-là vont évoluer. Je sais aussi que les infos-là sont très présents. C'est un domaine que je connais un peu moins ou beaucoup moins. Donc, je ne sais pas à quel point ils sont actifs, mais de ce que j'en comprends, des discussions que j'ai avec des gens qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans, c'est une très grande part de marché aussi. Fait qu'il y a peut-être un changement aussi qu'on va voir s'effectuer en 2026 où les ransomware vont cesser d'être le moyen privilégié et peut-être aller vers les infos ou d'autres stratégies. Donc, il va y avoir une bascule qui est probable, qui va arriver dans la prochaine année. Donc, de nous amener dans un autre contexte. Fait qu'il faut garder un peu la vigilance et maintenir le fait d'être éveillé sur cette situation-là. Un petit article intéressant pour savoir, pour permettre, pour ceux qui étudient ou qui aimeraient étudier les codes malicieux, justement, de faire apparaître votre machine quand elle n'est pas une machine virtuelle, parce que la plupart des virus détectent et vont ne pas fonctionner dans leur sandbox. Donc, si vous voulez jouer avec ça, un petit article très intéressant qui explique comment faire. Le IP Fire Open Source, le Fire Open Source, a rajouté la détection d'intrusion par Suricata qui est à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup ce module-là de détection d'intrusion. Donc, il l'ajoute à l'intérieur. Donc, un outil, c'est une très bonne chose à rajouter à votre arsenal. Si vous n'avez pas d'idée sur l'open source, on en a un bon, comme il y a plein d'autres solutions open source aussi qui sont très, très excellentes comme Firewall ou comme IDS. Agent fatigue, c'est un peu, je relatais au niveau des éléments de AI plus haut. Les opérateurs en cyber sont de plus en plus fatigués de par la quantité d'alertes qu'on reçoit. L'intelligence artificielle ne tend pas à faire diminuer ce genre de choses-là, fait qu'il faut trouver une stratégie plus apte parce que cette fatigue-là des opérateurs ou des analystes en cyber réduit leur capacité à détecter les choses utiles. Donc, de trouver une stratégie pour ramener sur les éléments supplémentaires ou à valeur ajoutée qui permettent justement de nous concentrer aux bons endroits et garder le focus.
Attaque version 18 est sortie. Plusieurs améliorations très intéressantes qui émanent du AttackCon qui a eu lieu récemment pour les chanceux qui ont pu y assister en virtuel ou en présentiel. Ça font aussi mention qu'ils collectent beaucoup d'informations du public, en tout cas de groupes de travail dans lesquels on peut participer pour améliorer le framework, améliorer le lien avec le volet défensif, raffiner un peu certains points. Et à ce stade-ci, la version 19 est déjà en cours de travail. Donc, si vous voulez faire évoluer ça, vous avez l'opportunité de discuter dans ces groupes de travail-là. C'est un excellent framework pour justement être capable de catégoriser comment on travaille en cybersécurité. Donc, c'est une des choses que j'utilise énormément dans mon travail défensif. Threat Intelligence, comment ça l'aide? Justement, j'ai enregistré un super épisode avec Jordan et Alexis la semaine passée, qui va sortir dans les prochaines semaines, qui est une partie 2 d'épisode qui a été déjà enregistré avec Jordan sur ce sujet-là, sur la qualité plus ou moins intéressante des CTI. L'article, celui-ci, mentionne essentiellement que c'est une très bonne chose. Choisissez dans des bonnes qui peuvent vous permettre de faire des choix éclairés en gestion d'incidents, accélère énormément les choix qui sont à faire quand on arrive face à un attaquant ou des symboles. Donc, c'est un outil très, très utile. Essayez d'en choisir ceux de bonne qualité, même payants à certains égards, pour avoir l'information qui vous permet d'avancer et d'aller plus loin et d'être plus rapide et plus agile quand que vous gérez des attaques. Parce que c'est pas encore, l'article mentionne, c'est pas encore parfait, mais ça est en train de s'améliorer. Pour l'utiliser beaucoup sur plusieurs plateformes, c'est effectivement, je rejoins les points de l'article. C'est difficile, c'est un peu complexe à mettre en œuvre. Mes parents ne seront pas encore tout à fait prêts à mettre ce genre de choses-là en œuvre, mais on avance tranquillement avec l'intégration de plus en plus présente dans les navigateurs, de plus en plus présente dans les différents services et capable pour les organisations de contrôler des clés de sécurité qui sont physiques en certains cas, ou versus comment utiliser des clés qui sont plus logicielles, parce qu'il existe des passkey logiciels, notamment le keychain ce qui était le keychain d'Apple est comme ça, ou certains autres comme OnePassword, ProtonPass, notamment pour ceux que je connais, vont offrir du support passkey. Ça défait un peu le principe de la clé physique, mais au moins ça l'amène une sécurité supérieure au niveau du site web de par l'échange cryptographique qu'il y a entre les deux. Donc, on n'est pas dans un contexte aussi ça. Mais bref, il y a beaucoup d'améliorations à faire encore, puis on est en train d'avancer tranquillement avec le niveau d'adoption. Tranquillement, on a des gains très, très importants qui vont faire disparaître le problème de mot de passe qu'on vit, que malheureusement, on vit tous un peu. Google rend disponible un guide pour protéger les comptes aux privilèges, ce qui est une très bonne chose. Si vous n'avez pas de stratégie en place, rien de révolutionnaire dans le document, mais des bonnes approches justement ou des bonnes pratiques pour améliorer ce qu'on fait. Donc, si vous n'avez rien, allez zioter ce guide-là, c'est très intéressant. Chrome va forcer les sites web HTTPS à partir de avril 2026. À l'heure actuelle, ne met pas d'avertissement. À partir d'avril 2026, il va être difficile d'accéder à un site qui n'est pas HTTPS. Des messages d'avertissement seront donnés à l'utilisateur avant d'autoriser ça. Le CISA rend disponible un guide pour durcir les Microsoft Exchange. Ça fait un peu un lien avec la nouvelle sur l'Allemagne au 9 sur 10. On a des exchanges désuets. Un, il faut avoir un exchange à jour et deux, il faut qu'il soit correctement sécurisé. Ça fait que avoir un guide comme ça, c'est toujours très, très utile. Dernière nouvelle de la section bleue, la Russie possède des arrestations de groupes qui opèrent sur son territoire. C'est une nouvelle en soi parce que historiquement, la Russie n'était pas très propice à intervenir sur les gens qui agissent sur son territoire mais qui n'attaquent pas ses citoyens. Cette fois-ci, je pense que l'impression, malgré les éléments mondiaux ou la guerre et ainsi de suite, la Russie a quand même agi et intervenu, ce qui enlève des joueurs du marché, donc atténue un peu la jungle qu'est les Internets, malheureusement. Avant-dernière section, privacy, vie privée. Petit article fun, une interview sur le fait que comment on va être capable de protéger nos informations mentales, Neurotech vont être capables de saisir ces données-là. On va être contraint, puis un peu ce que je retiens de l'article, c'est qu'on ne sera probablement jamais capable de complètement se retirer de ces processus-là parce qu'ils vont nous exiger
pour l'obtention de certains services qu'on donne accès à nos empreintes neurologiques. C'est comme beaucoup d'autres choses, ça soulève des débats. Je pense qu'il faut qu'on en parle beaucoup avant qu'on aille dans cette direction-là, mais les technologies sont de plus en plus sophistiquées justement pour être capable de lire de notre cerveau et d'aller plus loin et comment le AI va être capable de traiter cette information-là pour deviner nos pensées, pour aller plus loin. Autant dans le côté positif que ça permet à des gens de regagner la parole ou de regagner certains sens ou de capable de communiquer avec l'extérieur. Autant de l'autre côté, c'est qu'on a des compagnies qui vont utiliser ça de façon non contrôlée. Donc, on s'expose à des problèmes qui sont quand même potentiellement très graves de ce côté-là au niveau du contrôle et comment on peut se retrouver comme société. Donc, il y a une réflexion à avoir très sérieuse et cet article-là est très intéressant justement pour nous amener sur ce degré de réflexion-là. Proton vient d'annoncer son roadmap pour l'automne-hiver. Donc, l'amélioration de l'ensemble de sa famille de produits qui est quand même rendue assez grande, notamment un calendrier courriel avec son Drive, avec le VPN que pas beaucoup de gens connaissent, mais aussi Proton Pass, Lumo qui est leur agent AI dit privé où les informations ne sont pas réutilisées. Et tous ces éléments-là vont aller en augmentant. C'est sûr que comme utilisateur de Proton, je trouve que ça va pas assez vite à mon goût. Mais de ce côté-là, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ils ont des priorités et l'ensemble de leur clientèle vient driver, pas juste mes priorités. Mais somme toute, je suis très satisfait de ça. Puis de voir que ça continue à évoluer, que c'est une compagnie qui prend de l'ampleur, me fait énormément plaisir, surtout dans l'espace de la vie privée, protection de nos informations. Dernière nouvelle de cette section-là, le Tor Browser version 15 est sorti. C'est un navigateur custom qui est fait sur la base de Firefox qui, justement, a de nouvelles fonctionnalités et au lieu d'avoir à faire l'effort de se mettre un VPN Tor, mais le navigateur supporte à lui-même, donc dans sa bulle, ces éléments-là de protection de la vie privée, si on veut, ou protection de nos informations pour ne pas laisser de traces. Donc, si vous avez des besoins de cette nature-là, ben ces navigateurs-là sont utiles. Dernière section, d'hiver, là, j'ai plusieurs éléments. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver un chapeau unique pour les mettre ensemble. Essentiellement, l'Europe, en tout cas, bref, les cloudeurs européens chialent sur l'organisation qui essaie de mettre ou essaie de favoriser la souveraineté numérique européenne, que finalement les règles d'acquisition sont plus favorisées les hyperscalers qui sont déjà en place, donc essentiellement américains. Donc c'est très difficile de mettre ça en œuvre. C'est pas une approche qui est facile de satisfaire tout le monde. C'est sûr que d'avoir une approche comme celle proposée par le Secnum Cloud par la France, c'est une labellisation qui est très facile et très claire à obtenir avec tout ce que ça comporte. Par ailleurs, dans un contexte plus vaste comme le marché européen, c'est un peu plus complexe d'arriver à une certaine forme d'uniformité et de pouvoir déployer ces stratégies-là, ou en tout cas de s'assurer que le bloc européen ait des moyens pour favoriser les compagnies sur son territoire, même si j'avais déjà parlé dans des présentations, j'ai probablement parlé sur le podcast, sur le fait que c'est des gradations, les grands clouders ont des avantages et des inconvénients, fait qu'il faut juste pondérer qu'est-ce qu'on choisit, qui est adapté à nos besoins. Si on a plus de données sensibles, ben un cloudeur souverain est beaucoup mieux, plus cher, mais mieux que des services de grand public ou de grand volume qui sont beaucoup plus intéressants chez les hyperscalers américains. Donc, d'arriver comme ça, puis en même temps, c'est un peu triste de constater que notre voisin du Sud est viré un peu fou, fait que ça nous mène dans cette situation-là. Broadcom a soulevé des alarmes en Europe. Là, ça fait déjà plusieurs temps qu'ils ont augmenté les licences sauvages. Donc, c'est quand même un rappel. Puis c'est quand même intéressant de voir que c'est un bon wake-up call. Là, dans les groupes d'intérêt européens, ils sont en train de travailler sur ça aussi. Donc, comment trouver les leviers, s'assurer qu'il n'y a pas de géants comme ça qui arrivent et qui changent les règles de licence de façon unilatérale. C'est un bon avertissement. C'est comme le même genre d'avertissement que sur le fait que le changement de président aux États-Unis peut changer l'influence de toutes les compagnies américaines, toute la capacité dans un monde où l'information est maintenant l'élément principal qui est transigé. Donc, ça a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on peut constater. La France se déploie des instances de Matrix.org, qui est une plateforme de communication Team-ish, là, pas tout à fait comme un Teams, mais dans le même genre ou comme Slack. Donc, d'avoir des éléments comme ça qui sont installés en local dans leurs infrastructures, soit physiques, soit cloud,
qui leur permet justement de contrôler la communication, d'avoir tous les éléments qui sont associés aux besoins d'un service étatique, notamment pour la traçabilité, pour la souveraineté, pour la protection des données selon les éléments territoriaux qui leur sont. Donc, c'est un exemple comme ça. Et ça permet aussi de mettre en lumière que ces services-là sont souvent résilients face à des pannes des hyperscalars. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment on peut trouver dans des environnements un peu plus faits divers, se protéger davantage et de mettre des moyens comme ça. Donc, c'est une réflexion. Je sais que la France est très en avance sur ces volets-là. Ça serait intéressant de regarder, voir comment on peut faire ça dans les services publics, notamment québécois et canadiens, dans lesquels on aurait peut-être intérêt à copier ou s'inspirer de certaines de ces approches-là, justement pour réduire notre dépendance et augmenter un peu plus notre agilité, considérant le contexte dans lequel on vit au Québec, qui n'est pas très, très joyeux ces temps-ci. Les États-Unis ne signent pas l'entente contre le traité de cybercrime de l'United Nations, les Nations Unies. C'est pas inhabituel que les États-Unis refusent de signer ou attendent avant de signer un tel traité. C'est pas le premier cas. Ne tendent pas à vouloir s'aligner avec le restant du monde dans la mesure où ils croient que c'est pas à leur avantage de faire ça, ce qui est un peu normal, mais c'est le modèle américain d'imposer ce genre de choses-là. Par ailleurs, malgré ça, malgré la volonté ou ce que ça peut représenter de positif, ce genre de traité-là, plusieurs pays ou plusieurs personnes s'inquiètent de l'usage de ces traités-là contre les droits et libertés des gens dans des pays plus totalitaires ou l'abus de ces règles-là ou ces éléments interpays. Donc, de voir comment tout ça se mélange. Je pense qu'il n'y a pas de façon simple de résoudre ce genre de problème-là. Dans un contexte où on n'a pas tant d'uniformité au niveau mondial, au niveau de l'application des lois, au niveau des valeurs, au niveau des différents éléments sociaux qui composent les différentes sociétés à travers le monde. Donc, c'est un peu ardu. Mais de moins de se trouver des stratégies pour permettre une meilleure collaboration, c'est probablement plus pour les pays occidentaux qu'on est visés par les attaquants, donc une meilleure capacité d'avoir des collaborations des autres pays, mais il demeure que c'est des traités. Les traités doivent être redescendus dans les lois locales, donc que le traité soit signé, ça ne veut pas dire qu'il va être descendu en loi locale, donc avoir une application réelle. La Cour internationale pénale a abandonné Office pour une version, je pensais OpenDesk, pour remplacer. C'est tout à fait normal dans le contexte où Microsoft, sur le pression du gouvernement américain, a coupé les accès d'un de ses procureurs ou un de ses juges. Donc, de voir que le gouvernement américain est capable d'arriver à ce genre de choses-là, donc c'est tout à fait normal que ce genre d'organisation-là se distance de cette pression-là ou ne veulent plus se soumettre à ce genre de pression-là. C'est aussi en même temps un élément où les décisions du gouvernement américain vont commencer à peser fort contre les hyperscaleurs américains, où le modèle d'affaires, c'est de vendre au plus grand nombre possible à travers le monde. Et là, ça va devenir de plus en plus difficile de réussir à vendre des services au plus grand nombre à travers le monde, puisque le monde ne voudra plus faire affaire avec les compagnies américaines, sous risque que le gouvernement américain puisse changer de décision, prenne des décisions toxiques, si on veut, par rapport à leurs besoins locaux technologiques. Et avec le nombre de technologies disponibles, autant open source que cloud souverain ou des choses comme ça, ben, c'est un bon moment de réfléchir malheureusement, contre les intérêts de ces grands groupes commerciaux qui vont finalement par goûter au fait que le gouvernement américain ne joue pas pour les aider. Et dernière nouvelle, j'avais trouvé très intéressante, c'est genre, essentiellement, ça dit que tout le monde veut hacker, mais personne ne veut penser. Traduction libre du titre anglophone. Et ça représente un peu ce que je constate autour de moi à l'heure actuelle. C'est que les gens veulent connaître comment faire les choses, veulent connaître la recette, mais ne veulent pas comprendre la recette. On revient souvent à ce sujet-là. On a largement abordé avec Charles Hamilton dans les podcasts qu'on enregistre, notamment ceux qu'on a enregistré la semaine dernière, qui va sortir, je le crois, assez rapidement. Donc, on est toujours dans ce contexte, comprendre ce qu'on fait parce que ça nous aide, comprendre les technologies qu'on utilise parce que ça nous aide. Donc, c'est un peu l'esprit hacker, puis le fait que ça disparaît tranquillement, où les vieux sont encore juste les seuls qui prennent le temps de comprendre les technologies. On se ramasse avec un problème fondamental pour la relève en cybersécurité notamment, mais pas juste en cybersécurité, dans la plupart des domaines. Donc, ça, et l'intelligence artificielle est un élément de plus en plus
présent qui empêche justement les gens de réfléchir correctement à tout ça. Ça termine cet épisode-ci. Je suis autour de 45 minutes. C'est encore un peu long. Je n'ai pas encore réussi à compresser. Par ailleurs, je commence à apprendre un peu à mécaniser mes éléments. Ça prend toujours un peu de temps. Comme ça, il y a quand même une dose d'apprentissage par rapport à ça. Qu'est-ce que je collecte, comment je le traite, et j'accélère mon pipeline d'entrée de mes informations. Et d'être peut-être un peu plus précis dans ma sélection de différents éléments, puisque j'ai tendance à être très, très ouvert et très intéressé à trop de choses en même temps, donc de réussir à réduire ça un peu, peut-être pour réussir à réduire le temps, puis être un peu plus focus sur mes différents éléments, mais en même temps, c'est des choses que j'aime parler. Fait que, bref, j'attends vos commentaires. J'ai déjà des améliorations qui ont été apportées par rapport à des contacts que j'ai reçus. Continuez à donner vos commentaires. C'est essentiellement pour vous que je fais ça. Même si ça me sert beaucoup au passage, la structure, ma réflexion, ça l'amène beaucoup de bénéfices. Par ailleurs, le partage demeure dirigé vers. Merci.